Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. À l'instar des autres pays de la planète, l'Espagne affronte une crise sanitaire sans précédent. La pandémie de Covid-19 a entraîné de graves conséquences sur l'économie. La diffusion rapide du virus à partir du premier trimestre 2020 a brutalement interrompu le rattrapage économique amorcé en 2014. Lors de la deuxième vague du Covid-19, la gestion de la crise sanitaire a donné lieu à des tensions entre le gouvernement central et les régions, compétentes en matière de santé, en particulier Madrid. Le modèle décentralisé de santé publique est un échec et s'avère inefficace dans la lutte contre le virus faute de coordination, destinée à mutualiser les moyens disponibles et à les répartir en fonction des territoires les plus affectés. Compte tenu de la gravité de la situation, le gouvernement central a décrété fin octobre 2020 l'état d'urgence sanitaire pour 6 mois jusqu'au 9 mai 2021. Dans le même temps, il a imposé un couvre-feu de 22h à 6h du matin sur l'ensemble du territoire. La mise en œuvre de ces mesures repose principalement sur les régions. À la crise sanitaire, économique, sociale, qui met sous tension le modèle territorial espagnol, s'ajoute le conflit catalan auquel l'Espagne est confrontée depuis une dizaine d'années et que le gouvernement central n'arrive toujours pas à résoudre. Le processus indépendantiste en Catalogne, dénommé procès en catalan, constitue la plus grave crise institutionnelle qu'ait traversée l'Espagne depuis la restauration de la démocratie en 1978. Elle est d'autant plus dangereuse au regard de la stabilité et de l'unité du pays, que la Catalogne représente 16% de la population de l'Espagne, 19% de son PIB et 23% de ses exportations. Les événements qui se sont déroulés depuis 2010, surtout la tentative de sécession d'octobre 2017, ont bouleversé le paysage de la vie publique catalane. Ce qui a été appelé pendant des décennies le problème catalan apparaît aujourd'hui comme un phénomène nouveau et étroitement lié à l'usure du système démocratique espagnol et aux tensions, notamment populistes et communautaristes, qui traversent l'Europe. La Catalogne se caractérise par une vie politique spécifique. La compétition électorale est dominée depuis 2015 par une logique nationaliste, opposant l'indépendantisme à l'unionisme. Le processus indépendantiste a engendré cette polarisation identitaire qui divise en deux camps, quasiment de force égale, la société catalane. Mais pour l'instant, il ne s'est pas traduit par une fracture sociale. La crise catalane est au cœur de la vie politique espagnole. Les partis indépendantistes catalans ont contribué à sceller le sort des 3 derniers gouvernements espagnols, d'abord par le vote en 2018 de la motion de censure présentée par Pedro Sánchez, PSOE, contre Mariano Rajoy, chef du gouvernement de 2011 à juin 2018, puis par leur refus de voter le budget de l'État présenté par le premier gouvernement de Pedro Sánchez, ce qui a provoqué des élections anticipées, et enfin par le soutien du parti indépendantiste ERC, Gauche républicaine catalane, à l'investiture de P. Sánchez à la tête d'un gouvernement de coalition, PSOE et Unidos Podemos, issu des élections du 10 novembre 2019. Depuis 1980, les principaux partis catalans ont toujours joué un rôle clé dans l'investiture des chefs de gouvernement espagnols, autrefois le parti nationaliste de centre-droit Convergence démocratique de Catalogne, CDC, de Jordi Pujol, président de la Généralité de 1980 à 2013, qui a monnayé son soutien en échange de transferts de compétences de l'État vers la région, et aujourd'hui le parti indépendantiste de centre-gauche, ERC partisan du réalisme et du pragmatisme à la différence de Junts per Catalunya JX4, Ensemble pour la Catalogne, parti créé en 2020 par Carles Puigdemont, ex-président de la Généralité de 2015 à 2017, partisan d'un indépendantisme radical qui joue sur les émotions et recommande une confrontation avec le gouvernement central. Le conflit catalan a atteint son intensité maximale lorsque les indépendantistes, majoritaires en siège au Parlement régional depuis les élections du 27 septembre 2015, ont tenté d'imposer de façon unilatérale à l'automne 2017 la scission de la Catalogne d'avec l'Espagne. La réaction du gouvernement espagnol, présidé par Mariano Rajoy, Parti populaire, a été vive après des années d'inertie face aux revendications de la Généralité de Catalogne.
Elle a d'abord pris la forme d'une juridisation de la vie politique, ensuite de violences policières disproportionnées lors du référendum d'autodétermination illégale du 1er octobre 2017, et enfin de la mise sous tutelle de la région après la déclaration unilatérale d'indépendance, DUI, du 27 octobre. La suspension de l'autonomie de la Catalogne, mise en œuvre en application de l'article 155 de la Constitution espagnole, a duré plus de 6 mois de novembre 2017 à mai 2018. Le gouvernement de la Généralité a été destitué, le Parlement catalan dissous et les principaux responsables emprisonnés ou en fuite à l'étranger comme l'ex-président de la Généralité, Carles Puigdemont. Ils ont été poursuivis pour rébellion, sédition et malversation. Après la dissolution du Parlement, M. Rajoy a convoqué des élections régionales pour le 21 décembre 2017 qui ont été remportées de nouveau par les partis indépendantistes, lesquels ont conservé la majorité absolue en sièges, mais non en voix. Le procès des 12 dirigeants indépendantistes catalans poursuivis devant la Cour suprême espagnole s'est terminé le 12 juin 2019 après 4 mois d'audience, 52 sessions et plus de 420 témoins. Le verdict a été prononcé le 14 octobre 2019. La Cour suprême espagnole a infligé des peines sévères allant de 9 ans à 13 ans de prison pour sédition, désobéissance et détournement de fonds publics. La sanction la plus lourde concerne Oriol Junqueras, dirigeant du parti ERC et ex-vice-président du gouvernement catalan de 2015 à 2017. L'ex-présidente du Parlement, Carmen Forcadell, a été condamnée à 11 ans et 6 mois de prison. Quant au président des associations indépendantistes, l'Assemblée nationale catalane, ANC, et l'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez et Jordi Cuixart, leur peine s'élève à 9 ans de prison. Le prix judiciaire du procès apparaît très élevé par rapport à ce qu'ont été réellement les événements de l'automne 2017. Marqué par un caractère performatif évident, la tentative de sécession peut être située entre la protestation et la révolution. Les avocats de la défense, lors du procès devant la Cour suprême, ont mis en avant l'absence de violence et de volonté des dirigeants indépendantistes de conserver le pouvoir après avoir déclaré de façon symbolique l'indépendance unilatérale de la Catalogne, le 27 octobre 2017. Dans les faits, le gouvernement de la Généralité n'a pas mis en application ses propres lois de déconnexion d'avec l'Espagne, votées en septembre 2017 et annulées par la Cour constitutionnelle. Les avocats ont développé l'idée selon laquelle la tentative de sécession n'a été qu'un coup de bluff, destiné à forcer une négociation avec le gouvernement espagnol. Plus de 70 personnes, dirigeants et hauts fonctionnaires de la Généralité, ont été jugés et condamnés, et 712 maires de l'Association des municipalités pour l'indépendance font toujours l'objet d'enquêtes pour vérifier s'ils ont commis un crime de désobéissance en ignorant la décision de la Cour constitutionnelle de suspendre la consultation du 1er octobre. Les 3 présidents de la Généralité de la dernière décennie ont été jugés et condamnés. Artur Mas, inéligibilité à 1 an et 6 mois et une amende de 36 000 €, pour avoir organisé la consultation du 9 novembre 2014, son successeur en 2015 Carles Puigdemont a fui en Belgique. Élu député européen en 2019, il bénéficie de l'immunité parlementaire. Si celle-ci est levée, il sera jugé pour sédition, détournement de fonds publics et désobéissance. Enfin, le dernier président de la Généralité, Quim Torra, a été jugé et condamné le 28 septembre 2020 par la Cour suprême pour désobéissance après avoir refusé pendant la campagne électorale de 2019 de retirer du balcon du palais de la Généralité la banderole de soutien aux indépendantistes emprisonnés et considérés comme des prisonniers politiques, symbolisée par le fameux ruban jaune. Quim Torra a été condamné à une inéligibilité d'1 an et demi et une amende de 30 000 €. Il a été destitué le jour même. Le référendum illégal du 1er octobre 2017, a donné lieu à des procès devant 3 catégories de tribunaux et à des sentences différentes. Comme nous l'avons vu, les dirigeants du processus indépendantiste ont été jugés et condamnés sévèrement par la Cour suprême pour sédition. Les membres du bureau du Parlement ont été jugés devant le Tribunal supérieur de la justice de Catalogne, TSJC,
qui a infligé aux représentants indépendantistes des peines d'inéligibilité pour désobéissance. Enfin, le major des Mossos d'Esquadra, Luis Trapero, a été poursuivi devant la Haute Cour nationale, Audiencia Nacional, pour sédition et finalement acquitté en octobre 2020 en l'absence de preuves. Les décisions de la Haute Cour nationale et du TSJC attirent les critiques sur le verdict de la Cour suprême. Elles ont fait naître des doutes, 3 décisions différentes pour les mêmes faits. Mais s'agit-il des mêmes faits? En réalité, les dirigeants indépendantistes ont été jugés non seulement pour le référendum du 1 août mais également pour les faits du processus indépendantiste qui incitait à la sédition. D'un point de vue politique et historique, ces faits font partie d'un ensemble mais en matière pénale, ils doivent être individualisés pour chacun des accusés poursuivis devant les différents tribunaux. L'indépendantisme a émergé au sein du catalanisme politique ou nationalisme catalan, bien qu'il fût très minoritaire jusqu'au milieu des années 2000, et soutenu par les classes moyennes. Près de 2 millions de personnes ont embrassé le projet de l'indépendance de la Catalogne, qui a constitué un changement de mentalité collective à un rythme rapide depuis le jour où la Cour constitutionnelle espagnole a rendu en 2010 une sentence invalidant des aspects essentiels du statut d'autonomie de 2006, voté par le Congrès espagnol et approuvé par référendum en Catalogne. Cette réforme du statut d'autonomie impulsée et pilotée par le président de la Généralité de l'époque, le socialiste Pasqual Maragall, apparaît a posteriori comme la dernière tentative du catalanisme politique de trouver un ancrage de la nation catalane dans l'État espagnol, plus juste, équitable et plus efficient. L'échec de cette réforme a ouvert la porte à l'hypothèse de l'indépendance et de la sécession. Après les 3 années les plus mouvementées du procès, 2017 à 2020, l'indépendantisme catalan continue d'exister et ne disparaîtra pas dans les prochaines années bien que les 2 principaux partis, ERC et JX4, soient divisés sur la stratégie à mener pour obtenir l'indépendance. Les pragmatiques ou réalistes, ERC, optent pour une voie graduelle pour atteindre l'indépendance par un élargissement de sa base sociale, au moins 50% des électeurs. Ils s'opposent aux radicaux, JX4, qui maintiennent la promesse d'une indépendance unilatérale et du maintien de l'élan de la tentative de sécession d'octobre 2017, et jouent, comme Carles Puigdemont, sur la corde des émotions. JX4, partisan du maximum de dégâts pour l'Espagne résumé par la formule « pire c'est mieux », recherche toutes les fissures pour affaiblir l'État espagnol. Celle-ci ne manque pas avec la crise du modèle territorial et le conflit sur l'indépendance judiciaire. Les sondages en vue des prochaines élections régionales en 2021 prévoient que les partis indépendantistes obtiendraient de nouveau la majorité absolue en sièges et pourraient atteindre au moins 48% des voix avec une nette avance de ERC suivie de JX4. La campagne électorale est toutefois conditionnée par des facteurs sans rapport avec le conflit catalan, la pandémie de Covid-19, le tsunami économique et l'efficacité de la gouvernance de la Généralité. En 2020, 57% des Catalans privilégient la gestion des services publics à la résolution du problème politique entre la Catalogne et l'État espagnol. Les mesures de l'état d'urgence sanitaire coïncident avec une explosion de pessimisme chez les Catalans, compte tenu de la situation économique de la Catalogne. 75% la jugent mauvaise ou très mauvaise et de l'ensemble de l'Espagne, près de 87% la jugent mauvaise ou très mauvaise. Plus de 80% évaluent négativement la situation politique en Catalogne et en Espagne, et 81% se disent peu ou pas satisfaits du fonctionnement de la démocratie. Les Catalans sont autant ou plus préoccupés par la décadence que par le débat sur l'indépendance. Ils craignent un fort déclin économique et social d'une société habituée à se voir au-dessus de la moyenne espagnole. La crise économique de 2008 a transformé la Catalogne en un volcan politique et social. Le sentiment de régression s'accentue depuis la tentative de sécession de 2017. La pandémie a surpris la Catalogne dans un cycle dépressif. La Catalogne, comme les autres régions du sud de l'Europe, apparaît comme plus vulnérable en raison du niveau élevé des micro-entreprises et du nombre de travailleurs indépendants ainsi qu'une forte dépendance au tourisme. Les Catalans prennent conscience que la prochaine législature ne peut pas être centrée uniquement sur le référendum d'autodétermination,
ou sur une déclaration unilatérale d'indépendance et qu'elle doit être consacrée au redressement économique de la Catalogne. En 2020, elle fait face à la pire chute de son PIB, au moins 12% à 13% depuis la guerre civile espagnole. Le tourisme a chuté de plus de 80% en août 2020 par rapport à l'année précédente. Les exportations ont diminué de 20% et celles des importations de 21%, et le taux de chômage évolue entre 15% et 16%. À cet impact de la pandémie, s'ajoute le déclin économique de la région, illustré par son dépassement par Madrid comme première économie espagnole. Le processus indépendantiste contribue à ce recul. Après les événements de l'automne 2017, près de 5600 entreprises catalanes ont transféré leur siège social dans d'autres régions, notamment Madrid et Valence, même si certaines continuent d'opérer en Catalogne. Parmi ces entreprises figurent les deux grandes banques, CaixaBank et Sabadell, lesquelles ont perdu 31 milliards d'euros de dépôts. À ce jour, elles n'ont récupéré que 8 milliards d'euros. Autre évolution significative, la perte d'attractivité de la région pour les investisseurs étrangers. En 2018, elle n'a capté que 6,2% des investissements étrangers en Espagne, contre 39% en 2010, alors que Madrid en a attiré 85,2% contre 36% en 2010. Le verdict de la Cour suprême contre les dirigeants indépendantistes emprisonnés marquera inévitablement l'avenir. Un an après leur condamnation, ils réaffirment leur volonté de ne pas faiblir dans la lutte pour l'autodétermination et l'amnistie. Lors de la cérémonie d'hommage organisée pour les 80 ans de l'exécution du président Luis Companys, fusillé sur ordre de Franco, en octobre 1940, le gouvernement catalan a lié cette exécution à la répression actuelle du mouvement indépendantiste. Dans la relation de la Catalogne avec l'Espagne, nous sommes face à un conflit de longue durée qui a pris des profils différents selon les époques, et parfois une extraordinaire dureté à des moments déterminés comme lors de la guerre de succession des Espagne 1701 à 1714, la guerre civile 1936 à 1939 et la dictature franquiste 1939 à 1975. Au XXIe siècle, en apparence ce conflit met symboliquement face à face la Catalogne et le reste de l'Espagne alors qu'en réalité la société catalane est elle-même divisée. La question catalane a changé de nature avec la tentative de sécession et le maintien des forces indépendantistes, comme l'ont montré les élections régionales du 21 décembre 2017, les législatives, les municipales et les européennes de 2019 et les sondages sur les prochaines élections régionales. Quelles sont les raisons qui ont conduit 48% des Catalans à privilégier l'indépendantisme sécessionniste et une stratégie d'affrontement avec Madrid après 40 années d'une autonomie régionale au sein du système institutionnel espagnol? Quelles sont les clés indispensables pour comprendre ce qui sous-tend les événements de l'automne 2017? Le maintien de la force du mouvement indépendantiste malgré ses divisions? Le rôle des dirigeants emprisonnés ou en fuite à l'étranger? Cet ouvrage, destiné aux lecteurs francophones, analyse l'origine historique, les causes, les enjeux, le rôle des acteurs et les facteurs déterminants du conflit catalan. Son objectif est d'éclairer tous les aspects d'une réalité dynamique et complexe, marquée par la confrontation. Il se divise en 3 parties. La première partie retrace les origines et le développement du nationalisme catalan, en particulier sous la période de Jordi Pujol, président de la Généralité de 1980 à 2003. Au cours de cette période, il a constitué un proto-État à travers l'élargissement des compétences des institutions catalanes, la mise en œuvre d'une stratégie linguistique et l'élaboration d'un récit historique nationaliste et d'une fiction d'un peuple catalan. La deuxième partie étudie l'anatomie du processus indépendantiste. D'abord, elle met en lumière les facteurs qui ont rendu possible la progression sans précédent de l'indépendantisme au cours de la première décennie du XXIe siècle. Ensuite, nous analysons la construction de l'écosystème indépendantiste, l'élaboration du récit indépendantiste, les stratégies de conquête de l'opinion, les événements d'octobre 2017 et leurs conséquences judiciaires. Enfin, on établit un bilan provisoire du processus indépendantiste, toujours ouvert, qui met en lumière les contradictions et les erreurs du mouvement sécessionniste ainsi que les errements du gouvernement espagnol.
La troisième et dernière partie esquisse les conditions susceptibles de sortir la Catalogne du labyrinthe dans lequel l'ont enfermé les séparatistes et l'État espagnol. Première partie, la construction du nationalisme catalan. Le nationalisme catalan, ou catalanisme politique, apparaît au cours des années 1880 comme un large mouvement culturel, politique et interclassiste. Il a pour objet la relance de la langue et de la culture, une réaffirmation de l'histoire et des traditions propres, le rétablissement des institutions historiques de la Catalogne, et la conquête d'une autonomie politique rénovée. Le terme catalanisme se diffuse dans la société grâce à la popularité du livre éponyme de Valentí Almiral, Lo catalanisme, publié en 1886. Une bonne partie de son succès tient à l'imprécision du titre qui évite de se positionner sur le régionalisme ou le nationalisme, et sur les formes concrètes des relations de la Catalogne avec l'Espagne: autonomie, fédération, confédération, indépendance. De 1886 à 2012, le catalanisme politique se caractérise par une ligne idéologiquement ambivalente qui en a fait le succès. Elle incarne une imprécision qui a influencé un large spectre de l'électorat. Pendant 126 ans, le catalanisme a été une marque commune associée à des projets politiques différents. Mais elle a perdu de sa force avec la montée de l'indépendantisme, qui était resté minoritaire depuis le début du catalanisme. À partir de 2012, un changement radical s'est produit. L'indépendantisme sécessionniste est devenu une option partagée par la moitié des Catalans, comme l'ont démontré les enquêtes d'opinion, les manifestations massives dans les rues et finalement les résultats des élections autonomiques du 27 septembre 2015 et du 21 décembre 2017. Les indépendantistes ont obtenu en 2015 une majorité absolue en sièges au Parlement de Catalogne, qu'ils ont conservé en 2017 avec un programme de déconnexion unilatérale de l'Espagne. Depuis, la fragmentation croissante du système des partis catalans affaiblit le bloc souverainiste dont la majorité absolue est instable et en danger. Le nationalisme catalan ne peut se comprendre sans qu'on en rappelle les origines, les principales étapes de sa formation, et enfin qu'on expose les différents modèles du catalanisme politique et ses formes d'organisation. 1. La genèse. L'affirmation de la singularité de l'identité catalane, à partir de la décennie 1840, marque le début d'un catalanisme patriotique dans le contexte de la construction de l'État national espagnol. Les élites catalanes, bourgeoises et réformistes, défendent leurs intérêts industriels et portent en même temps un projet de transformation de l'Espagne, axé notamment sur l'industrialisme, la défense des libertés locales face à la croissance de l'État central, et le carlisme ou légitimisme politique adossé à un catholicisme garant d'un modèle social hiérarchisé. Ce sentiment d'appartenance à l'Espagne et l'enracinement local se manifestent par un double patriotisme. L'attachement à la Catalogne, la petite patrie, et à l'Espagne, la grande nation. Mais face à l'impossibilité de faire partager leurs objectifs de refondation de l'État central espagnol, les élites catalanes s'en détachent. Le catalanisme se politise après l'échec de la Première République espagnole, 1873, et surtout après l'avènement de la Restauration qui clôt le débat sur le modèle de l'État espagnol en imposant une monarchie parlementaire libérale conservatrice. La défaite de l'Espagne lors de la guerre hispano-américaine de 1898, qui s'est traduite par la perte des dernières colonies de l'Empire, Cuba, Philippines et Porto Rico, persuade les élites catalanes qu'une autonomie politique serait plus efficace pour défendre les intérêts de la Catalogne. Le régionalisme se transforme en nationalisme. Dès sa naissance, à la fin du XIXe siècle, le nationalisme catalan s'affirme en confrontation avec l'Espagne en tant que réalité historique qui a besoin de faire reconnaître l'identité culturelle et la structuration politique de la société catalane. Il réagit non pas tant contre le présent que contre le passé, contre cette Espagne impériale et absolutiste des Bourbons qui aurait détruit à partir de 1714 son identité, sa langue, sa culture et ses institutions propres. Mais il serait équivoque d'assimiler cette confrontation à un mouvement d'opposition systématique au nationalisme espagnol. La question nationale catalane apparaît dans le sillage de l'éveil des nationalités dans l'Europe du XIXe siècle.
Le discours nationaliste catalan produit et légitime une représentation de la Catalogne comme nation. Sa construction emprunte aux conceptions objectivistes et subjectivistes de la nation. La première, de filiation germanique, considère que les nations existent en soi et depuis longtemps. Elle s'appuie généralement sur un ou plusieurs critères objectifs, tels que l'ethnie, la langue, le territoire commun, l'histoire partagée, la culture. À l'opposé de cette conception ethnique, linguistique et culturelle, la conception subjectiviste soutient que l'appartenance à la nation est un acte d'adhésion volontaire et consciente à un idéal commun, c'est-à-dire une volonté d'être une nation. La problématique des nationalités connaît une nouvelle étape avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, défendu par le président américain Woodrow Wilson lors du traité de Versailles, 1919. C'est d'ailleurs sur la base de ce droit que les catalanistes plaident pour le référendum d'autodétermination. Au cours des années 1980, le rôle de l'école et celui de l'imaginaire marquent un renouveau des études sur la nation et le nationalisme. La logique économique de la société industrielle, à l'origine de l'État-nation moderne, implique une scolarisation de masse afin d'assurer l'homogénéisation de la population autour d'une culture commune. Ainsi en Catalogne, l'école constitue, à partir de 1980, le vecteur de la diffusion d'une conscience ou identité nationale. En ce sens, elle est un des instruments fondamentaux de la construction nationale. L'imaginaire national se nourrit également de symboles et d'un récit des origines reconstruit a posteriori. Selon cette perspective, les identités nationales sont des communautés imaginées. Cet imaginaire national construit une représentation mythique de la nation. Dans sa jeunesse, l'invention joue un rôle significatif. Dans ce sens, ce sont les nationalistes qui créent la nation parce que celle-ci ne peut exister qu'après avoir été imaginée. De nombreux éléments clés du nationalisme catalan trouvent leur origine dans les transformations économiques, sociales et culturelles du XIXe siècle, liées en particulier à la révolution industrielle, au libéralisme, au romantisme européen et au noucentisme. Comme tous les mouvements nationaux de cette période, le catalanisme a commencé par une phase purement culturelle, littéraire et folklorique qui n'a pas eu immédiatement de conséquences politiques particulières. Cette période est connue sous le nom de Renexença, Renaissance. Ensuite, dans les années 1880, des militants de l'identité nationale catalane se sont engagés dans l'action politique, d'abord sous des postulats régionalistes, qui seront abandonnés au début du XIXe siècle pour une formulation clairement nationaliste et une participation au jeu électoral. Dès sa naissance, le nationalisme catalan a été à l'unisson des nouvelles tendances idéologiques européennes aussi bien conservatrices que progressistes. Parmi les éléments les plus courants mobilisés par le nationalisme figure l'histoire, précisément l'historicisme, et la langue comme facteurs identitaires et d'appartenance à la nation. L'historicisme entend démontrer une origine et indiquer un destin final, la plénitude nationale. Le récit historiciste joue un rôle clé dans la construction du catalanisme. Comme tous les récits nationalistes européens, il est construit par analogie avec un cycle naturel de la nation: naissance, splendeur, décadence et renaissance. La référence la plus lointaine de l'apogée de la Catalogne remonte au XIIIe siècle avec ses développements institutionnels, juridiques, culturels et spirituels, en particulier l'épanouissement de la langue catalane, et sa puissance commerciale et politique en Méditerranée. L'historien Pierre Vilar, 1906 à 2003, avançait l'hypothèse selon laquelle, entre 1250 et 1350, il se peut que la principauté catalane soit le pays d'Europe à propos duquel il serait le moins inexact, le moins dangereux, de prononcer les termes apparemment anachroniques d'impérialisme politico-économique ou d'État-nation. Après l'apogée, intervient la décadence avec les crises des XIVe et XVe siècles, l'intégration hispanique et le déplacement des axes commerciaux de la Méditerranée vers l'Atlantique après la découverte de l'Amérique. Mise à l'écart de la conquête de ce continent, la couronne catalano-aragonaise est reléguée au second plan. Néanmoins, la principauté catalane sous domination des Habsbourg conserve sa langue, ses coutumes et ses institutions propres qui sont toutefois confrontées à partir du XVIIe siècle au centralisme castillan. Elles vont disparaître avec l'arrivée de la dynastie des Bourbons sur le trône d'Espagne après la guerre de succession,
qui sanctionne ainsi la Catalogne d'avoir soutenu le prétendant autrichien. L'idée de renaissance constitue le dernier temps du récit de la formation de la nation. Elle s'affirme au XIXe siècle, mais aurait été préparée par le siècle précédent. Selon l'historiographie romantique, il est impossible que cette renaissance ait pu commencer au XVIIIe siècle, sous la monarchie des Bourbons, période considérée comme la plus défavorable à l'autonomie institutionnelle, juridique et politique de la Catalogne. À l'inverse, l'historiographie moderne a montré que le redressement économique du XVIIIe siècle a conditionné cette renaissance et se trouve à l'origine de la différenciation structurelle contemporaine entre la Catalogne et le reste de l'Espagne. Cette divergence de position historiographique naît d'un paradoxe. Lorsque la révolution industrielle apparaît, c'est la Catalogne, territoire frontalier de l'Europe, qui dirige le processus d'industrialisation dans la péninsule, alors qu'elle est dominée politiquement par l'État des Bourbons et non l'Espagne rentière et propriétaire terrien. Habituée à l'or de l'Amérique, celle-ci n'a pas su s'adapter à la nouvelle culture économique. L'industrialisation en Catalogne donne naissance à une bourgeoise florissante influencée par le romantisme européen, puis par le modernisme. Ainsi le nationalisme en Catalogne, comme dans le reste de l'Europe, naît de cette bourgeoisie industrielle émergente et étroitement associée au projet politique libéral-conservateur qu'elle soutient. De façon clairvoyante, Enric Prat de la Riba 1870 à 1917, militant du nationalisme catalan et politicien conservateur, situe la Renaissance catalane dès le début du XIXe siècle à la convergence de trois facteurs. Le développement de la littérature romantique, l'essor de l'industrialisation moderne, et le fait que leur conjonction assimile la Catalogne à l'Europe occidentale et la différencie du reste de l'Espagne décadent. La Renaixença, mouvement littéraire et politique des années 1830 influencé par le romantisme européen, est à l'origine d'un premier catalanisme culturel qui se développe jusqu'à l'institutionnalisation des Jeux floraux en 1859. Après cette phase initiale purement littéraire et folklorique, commence la phase de politisation du catalanisme, d'abord sous l'expression du régionalisme entre 1860 et 1890 et ensuite du nationalisme à partir du XXe siècle. Après la conversion du catalanisme culturel au catalanisme politique, durant la seconde période de la Renaixença, paraissent les premiers ouvrages sur l'histoire du mouvement catalaniste, notamment la Nacionalita Catalana d'Enric Prat de la Riba, 1906. Le récit historiciste a produit des références, mythiques ou chronologiques, partagées par une grande partie de la société catalane. Ainsi, la plupart des symboles et signes de l'identité nationale catalane ont été appropriés ou récupérés par le discours renaissanciste de la fin du XIXe siècle. Le drapeau catalan, la senyora, l'hymne national catalan, Cant des Segadors, le chant des faucheurs, la fête nationale catalane, la Diada le 11 septembre, en mémoire du 11 septembre 1714, les patrons de la Catalogne, Sant Jordi ou Saint Georges et la Vierge Noire, Moreneta de L', abbaye de Montserrat, la Sardane, danse nationale catalane. Retenir une défaite comme date de fête. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.